Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre journal sur Val-de-Loire TV. Un point sur votre météo de demain. Pour commencer, des températures caniculaires sont évidemment attendues dans nos deux départements. Nous serons en alerte orange. Le mercure affichera une température minimale de 20 degrés et pourra monter jusqu'à 37 degrés. À la une donc, cette chaleur qui continue de grimper. Événements annulés ou modifiés, classes fermées, maintien des épreuves du bac. Quels sont les impacts de la canicule sur notre quotidien? Alors que les températures atteindront les 42 degrés dimanche, chaque activité demande une adaptation. La préfecture a par ailleurs annoncé donc le passage au niveau d'alerte orange canicule. Et justement, peut-être souffrez-vous de la chaleur chez vous, peut-être avez-vous du mal à bien dormir alors que les températures restent élevées la nuit. Nous nous rendrons à Vilaine-les-Rochers à la recherche de la fraîcheur. Nous visiterons une maison troglodytique. Et puis, nous retournerons dans les locaux d'Emmaüs à Èvres-sur-Indre. La semaine dernière, l'entrepôt de l'association a entièrement brûlé. Alors comment rebondir après une telle perte? La réponse dans votre journal. Notre premier invité sera lui François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Il évoquera avec nous différentes actualités liées à la région. Et dans notre séquence On vous répond, cette question: fausses informations, quelles sont les précautions à prendre face aux nouvelles technologies? Pour y répondre, Gloria Vanet, notre chroniqueuse cybersécurité. Mais d'abord, retour sur le féminicide de Suèvre. La semaine dernière, une femme était tuée de plusieurs coups de couteau à son domicile. Cette mère de famille nombreuse était en instance de divorce avec son mari, un mari en fuite qui avait rapidement été interpellé. Âgé de 50 ans, sa garde à vue avait rapidement été levée pour des raisons de santé. Il est sorti hier de l'hôpital, a pu être interrogé. Il a admis l'existence d'une violente altercation au cours de laquelle des coups de couteau ont pu être portés. Il a été placé en détention provisoire. On prend maintenant la direction du quartier du Sanitas à Tours. En ce moment se déroule une fête dans le quartier à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle école Claude Bernard. Il s'agit du premier grand équipement livré dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Cette école de 2000 mètres carrés se veut moderne de par ses performances énergétiques. Elle a été construite avec des matériaux biosourcés, végétalisés. Elle est sobre énergétiquement. Des aspects parlant en cette période de canicule. Écoutez. C'est un quartier prioritaire de la politique de la ville sur lequel l'ANRU a décidé, il y a maintenant une dizaine d'années, d'investir particulièrement compte tenu des besoins. Et c'est vrai que grâce à l'ANRU, donc globalement sur le projet, on a plus de 60 millions d'euros apportés par l'ANRU. Sur cet équipement, juste sur l'école, on est à 3,3 millions. C'est important. Mais c'est au-delà même des financements, une méthode, un aiguillon, une expertise, aussi des compléments qui permettent d'aller un peu plus loin. Et je crois qu'ici, à Tours, on a vraiment une construction exemplaire. Il y a 1 an et demi à peu près, on avait inauguré l'école maternelle Jean de La Fontaine, au nord de Tours, qui est une école maternelle. On est sur une école élémentaire, mais c'est la même génération d'écoles. C'est ce qu'on appelle les écoles bioclimatiques, ces écoles de notre temps, à savoir celles qui sont faites à la fois pour accueillir dans de bonnes conditions les élèves, parce qu'il faut imaginer, un enfant, il passe après son domicile l'essentiel du temps de sa vie, il le passe à l'école. Donc c'est des lieux qui sont importants pour eux, parce qu'ils y passent beaucoup de temps, et parce que c'est des lieux dans lesquels ils apprennent. La canicule se poursuit, vous l'aurez compris. Elle devrait durer une bonne partie de la semaine prochaine avec des températures dépassant les 40 degrés. Dans le département d'Indre-et-Loire, des classes d'un quart des établissements scolaires seront fermées au moins lundi et mardi. À Tours, par exemple, les écoles seront fermées l'après-midi. Idem à Amboise. Quant à Blois, aucune fermeture n'est pour l'instant prévue. Dans notre académie, aucun report d'examen n'est prévu la semaine prochaine. Selon les conditions, les élèves qui passent le grand oral du bac seront déplacés dans d'autres salles. Certains événements sportifs ou culturels sont, eux, impactés, mais pas d'annulation forcée. Écoutez le sous-préfet d'Indre-et-Loire, Pierre-Ange Savelli. Il n'y a pas de principe d'interdiction générale des activités à ce stade tant qu'on est en vigilance orange. La situation pourra évoluer si l'on passe en rouge, mais pour l'heure, on en appelle à la responsabilité, au bon sens, responsabilité des spectateurs qui iraient à un événement, des participants à une activité sportive, responsabilité et bon sens des organisateurs. Dans l'hypothèse où on passerait au rouge, qu'est-ce que ça changera? Le préfet pourra, dans certains cas, être amené à prendre les devants pour prendre des mesures d'interdiction, de report, d'interdiction partielle, par exemple de tel ou tel événement sportif. Eux ne souffrent pas de la chaleur. Nous vous emmenons à la rencontre d'un couple qui vit depuis toujours dans une maison troglodytique de Vilaine-les-Rochers dans l'ouest Touraine. Dès lors, pas besoin de climatisation, même en période de canicule, puisque l'habitat régule lui-même sa température. Alors qui sont ces adeptes des maisons dans la roche? La réponse avec Aurélie Renaud et Gaëtan Kermabon.
Il est 11 h du matin et donc on va regarder la température qu'il y a dehors. Pour l'instant, il fait 30 degrés et ça va monter. Et ça, c'est la température à l'ombre. Puis on retrouve Marie-Annette dans sa maison troglodytique. Et donc, il est toujours 11 h du matin et là, il fait 20 degrés. Ici, 20 degrés sans climatisation, même en pleine canicule. Une fraîcheur possible grâce à la roche dans laquelle est creusée la maison. Simplement, l'hiver, vous avez juste besoin de chauffer de 12 à 19. Et l'été, c'est une source de fraîcheur. Et donc, vous avez 18, 20 degrés grand maximum, même quand il fait très chaud dehors. L'avantage du Troglo, il est moins énergivore qu'une maison plus classique. Dans cette agence immobilière de Vouvray, plusieurs annonces sur la devanture. Là, c'est semi-troglodytique. On en a une sur Noisey. Le Troglo est presque un habitat écologique. Pourtant, il a parfois du mal à trouver acquéreur. Quelquefois, il est trop humide car mal rénové. Lorsque les travaux sont bien réalisés, le Troglo devient une maison bioclimatique naturelle et bon marché. Alors, il y en a qui sont non nettes et brutes parce qu'ils ont eu peut-être une mauvaise expérience sur le Troglo, parce que le Troglo doit vraiment être bien géré. Il faut savoir l'apprécier, donc c'est pour ça que c'est pas toujours évident. Mais par contre, ceux qui sont amoureux du Troglo, on ne peut pas les enlever. Ils adorent, ils cherchent du Troglo, parce que c'est vrai que c'est un habitat qui est très sympa. Alors le prix, souvent, avec un Troglo, on aura une surface un peu plus grande pour un même prix vis-à-vis d'une maison traditionnelle. Chez Marie-Annette et Christophe, en tout cas, on croit tellement en la fraîcheur naturelle du Troglo qu'on n'hésite pas à faire fonctionner le four à pizza dans la maison alors qu'il fait plus de 38 degrés dehors. Il est l'heure d'accueillir notre premier invité de ce journal. Ce soir, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Il évoque avec nous différentes actualités liées à la région. Cette interview a été enregistrée un peu plus tôt dans l'après-midi. Regardez. Bonsoir François Bonneau, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par parler d'une actualité qui concerne évidemment tout le monde, c'est la chaleur. Les lycées sont le deuxième poste de dépenses de la région. Le parc de nos lycées, je vous le demande, est-il capable de supporter des canicules comme celle-ci ou est-ce qu'il va falloir envisager des travaux dans les années à venir ? Il faut, je dirais, poursuivre les travaux que nous avons engagés. On a un grand plan de mise en performance énergétique de nos lycées qui commençait depuis un certain nombre d'années, qui se poursuit. J'avoue que dans les premières années, on avait beaucoup plus d'attention au froid qu'au chaud. Et désormais, le travail que nous faisons, c'est un travail qui intègre les 4 saisons, c'est-à-dire qui intègre la possibilité d'améliorer. Comment on le fait, par exemple, sur la chaleur, sur le risque de chaleur? On le fait en intervenant sur les bâtiments, en mettant ce qu'on appelle des casquettes parfois pour que le soleil ne vienne pas directement sur les vitres. Ouais. On le fait aussi, et ça c'est important de le dire, en revégétalisant les cours de récréation. On fait sauter le bitume, parce que le bitume prend la chaleur comme pas possible, chauffe les façades, ça devient invivable pour les jeunes, pour les profs. On fait sauter le bitume, on revégétalise. Ça a plein de vertus. Ça, on peut gagner 2 à 3 degrés quand même sur des bâtiments avec ça, c'est pas négligeable. Ça permet de remettre de la biodiversité, et puis c'est tellement plus apaisant qu'une cour en goudron pour les jeunes eux-mêmes. C'est un cadre de vie tellement plus plaisant. Donc on est engagé là-dessus. Ailleurs, on peut avoir des puits canadiens, c'est-à-dire au sein même de la construction, des espaces qui vont chercher le sous-sol, la fraîcheur du sous-sol, avec en faisant circuler cette fraîcheur. On fait remonter la fraîcheur. Absolument, on peut avoir des systèmes aujourd'hui qui sont production de chaleur, production de froid, réversibles. C'est ce qu'on met en place sur les nouvelles installations. Donc vous le voyez à fond, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut arrêter le plus vite possible ce réchauffement de la planète. Il faut qu'on arrête le plus vite possible l'énergie fossile, parce qu'elle participe à plus de 30%, l'énergie fossile qu'on utilise dans nos voitures, etc., à plus de 30%. Donc partout où on peut faire autrement, il faut le faire et très vite. Le premier poste de dépenses de la région, c'est les mobilités. Alors vous achetez de nouvelles rames pour nos transports régionaux, c'est la SNCF principalement qui en a la charge. Et on le sait encore une fois qu'en cas de forte chaleur, le trafic peut être réduit. Est-ce qu'on est à la hauteur sur ce sujet également ? Les systèmes ne sont pas adaptés à des températures qui sont aujourd'hui, et peut-être plus encore demain, c'est annoncé ainsi. En tous les cas, on n'est pas complètement à la hauteur. On a la chance sur les machines Rémi, sur les trains Rémi, que la plupart, nous les avons acquis de fraîche date. Oui, et donc, ils sont adaptés.
on a de la clim, ça fonctionne. Mais je sais que un certain nombre d'autres situations, on a du matériel qui est trop vieillissant. À ce moment-là, il faut ne pas faire circuler les trains, parce que si jamais on avait une panne de clim, ce serait terrible Donc pour la région centre, on rénove complètement le matériel, on est vraiment engagé là-dessus, on va vite, ça coûte beaucoup d'argent, mais on est dans une priorité donnée à la régularité et au confort des usagers. D'ailleurs, la région Centre-Val de Loire est une région qui expérimente en termes de mobilité. On pense aux voitures électriques en autopartage, à la décarbonation des cars Rémi qui est en cours, les cars rétrofités qui vont se multiplier. Et pour aller plus loin, vous organisez une concertation publique avec tous les acteurs du transport. On parle du transport quotidien, de loisirs, professionnels. Avant de soumettre au vote ce dossier, ce rapport le 5 novembre, l'objectif c'est quoi? Renforcer la multimodalité qui est importante pour les personnes notamment isolées. C'est faire en sorte que les enjeux de mobilité qui sont priorité numéro 1 pour les habitants des zones rurales comme pour les habitants des villes puissent vraiment trouver des réponses très très rapides. J'ai engagé à l'échelle de toute la région, de tous les territoires, à la fois des réunions, les gens viennent avec leurs propositions, par exemple le transport à la demande, entre une navette de cars qui passe 2 fois par jour, etc., etc. Et puis une discussion avec les acteurs économiques, le maire, etc., qui nous dit, nous, le mardi, on a besoin, c'est peut-être mieux de mettre 3 quarts le mardi et de ne pas mettre le mercredi, parce qu'il y a le marché. Vous voyez les sujets, donc transport à la demande, autopartage, covoiturage, et donc c'est tout ça qu'on met en débat, on écoute, et on proposera à partir de novembre les meilleures solutions. Un dernier sujet que je souhaiterais aborder avec vous très rapidement pour terminer, c'est un sujet sensible. Vous participiez ce matin à une réunion avec les services de l'État au sujet de la baisse des aides au CFA pour l'apprentissage. C'est un véritable pas en arrière pour nos jeunes et pour les finances de la région. Ah, c'est terrible. On est en plein milieu d'année informé que les crédits qui nous étaient donnés pour aider les CFA à fonctionner, les centres de formation d'apprentis, sont divisés par 8. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. C'était quoi ces crédits ? C'était des crédits que j'utilisais pour aider un CFA qui est en espace rural et qui ne peut pas s'équilibrer parce qu'il n'a que 13 apprentis bouchers et que son équilibre il est à 18. On payait la différence. C'est la même chose pour le bâtiment. C'était des crédits qu'on utilisait pour la construction des internats. J'en ai inauguré en Touraine il n'y a pas longtemps. Construction des internats pour nos apprentis. Les plateaux techniques, pour qu'ils aient des plateaux techniques dans l'industrie. Voilà, on a ce sujet. Il y a des grands dossiers à Tours. J'en ai parlé ce matin avec le président de la métropole de Tours. Il y a un très très beau dossier. Et donc on va engager des démarches. Je suis résolu là-dessus. Je ne veux pas laisser tomber l'apprentissage. On interpelle le Premier ministre. On va aller voir le préfet de région pour cas par cas lui montrer les dossiers et vraiment obtenir les moyens dont nous avons absolument besoin. Eh bien, nous suivrons cela avec attention. Merci beaucoup, François Bonneau, d'être venu nous voir, président de la région Centre-Val de Loire. Retour à présent près des locaux d'Emmaüs à Èvres-sur-Indre. La semaine dernière, l'entrepôt de l'association a entièrement brûlé. Le mobilier et l'électroménager stockés ont également été détruits. Désormais, Emmaüs Touraine se réorganise et espère rouvrir ses portes dans une quinzaine de jours. Mais pour cela, il faudra retrouver un nouveau local. Aurélie Renaud avec Lucie Rousseau. À quelques mètres des appartements des compagnons, voilà ce qu'il reste de l'entrepôt de 2000 mètres carrés. Il y a encore une petite semaine, c'est ici que les dons étaient stockés et triés. Aujourd'hui, la communauté d'Èvres-sur-Indre lance un SOS. S'il y a des entrepreneurs ou des usines qui ont de la place, 600 ou 800 mètres carrés à nous prêter pendant un temps assez long, pour pouvoir stocker à l'abri nos dons. Ça, là-dessus, parce que pour continuer l'activité vente, il faut qu'on reçoive des dons et il faut qu'ils soient mis en sécurité et révisés. La communauté cible particulièrement la zone d'activité voisine et espère qu'une entreprise sera prête à l'aider. En attendant, les 65 compagnons s'organisent. Les tentes et différents abris ne peuvent qu'être temporaires. Les gens, quand ils ramènent les choses, on ne peut pas laisser dans les barnums parce que les barnums, on ne ferme pas. S'il reste qui est un peu peur... Vous avez peur des vols? Voilà, c'est par rapport à ça. Après, on discute avec les présidents, tout ça, par rapport à ça, ce qu'on ramène. On doit faire les barnums, ce qu'on doit faire les conteneurs. Pour moi, c'est mieux les conteneurs, parce qu'un conteneur, le soir, tu peux le fermer.
Tout le monde partage le même objectif, une réouverture des dons et de l'espace de vente le 4 juillet. Mais la tâche n'est pas simple. Chaque jour révèle son lot de déceptions. Aurèle est compagne et ne cesse de ressasser la semaine passée. Le premier jour, on a tout vu partir en fumée. Le deuxième jour, c'était « Ah, bon Dieu, l'atelier livre où j'ai travaillé longtemps et je sais le stock qu'on a là-bas de livres anciens, BD et tout ça, parti aussi en fumée. » Mardi ou mercredi, c'était « Ah, la menuiserie ». Donc vraiment, c'est petit à petit que tu te rends compte de vraiment tout ce qui a été perdu. En attendant, en Indre-et-Loire, les dons restent possibles sur tous les autres sites de la communauté d'Emmaüs. La vente d'un squelette de reptile marin du Crétacé supérieur reporté. Cet Elasmosaurus que vous voyez, de 9 mètres de long, devait être mis aux enchères ce dimanche au zooparc de Beauval. Une vente qui aura finalement lieu à une date ultérieure. À Saint-Pierre-des-Corps, une piscine vient de prendre ses quartiers d'été à la Guinguette Le Soleil. Habituellement fermé dès le printemps, le lieu vient de rouvrir ses portes en proposant à ses clients de boire un verre les pieds dans l'eau. Une partie du parking a été transformée en terrasse. 60 tonnes de sable et une piscine de 8 mètres par 4 devraient permettre aux clients de vivre une nouvelle expérience. Un lieu de farniente à découvrir du jeudi au dimanche jusqu'au 13 septembre. On a voulu recréer une plage. Donc on est sur une plage urbaine avec du sable, une terrasse, une piscine qui est l'élément central du lieu extérieur, et puis un bar, 2 restaurants pour manger, une cabine pour les DJ parce qu'on va faire aussi des soirées dansantes, des pool parties. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir profiter comme en bord de mer, mais en plein cœur de l'agglomération tourangelle. Le public nous réclamait aussi une ouverture estivale, notre staff nous réclamait une ouverture estivale. Donc voilà, on a réfléchi à un concept et l'idée, c'était pas de transposer ce qu'on fait l'hiver, vraiment, mais de créer un nouvel espace avec une nouvelle dynamique, histoire qu'il y ait bien 2 concepts bien séparés. Place maintenant à notre séquence « On vous répond » dans ce journal. Pour répondre à cette question, fausses informations, quelles sont les précautions à prendre face aux nouvelles technologies? Pour y répondre, notre chroniqueuse cybersécurité, Gloria Ouanet. Bonsoir Gloria. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, un message, attention aux images que l'on trouve sur Internet. Oui, par exemple, on peut voir pas mal de photos ou d'images qui sont complètement fausses, mais aujourd'hui, avec l'IA, on peut très bien faire des images qui sont complètement réalistes et pour autant qui n'existent absolument pas. C'est très difficile parfois de faire le tri. Comment on peut le faire? Qui croire dans ces cas-là? Alors déjà, il faut bien comprendre que l'objectif de ces personnes peut être... il peut y avoir plusieurs objectifs. Déjà, du lucratif, tout simplement, pour gagner de l'argent. Ça peut également être de la déstabilisation politique, par exemple, comme on a vu avec la fausse vidéo du coup d'État en France fin 2025, où c'était complètement faux. Et ça peut être aussi de l'atteinte à la réputation pour les entreprises. Alors, beaucoup de raisons. Ça peut être aussi pour de l'humour, mais parfois donc mal perçu, ouais. Évidemment. Alors, on va parler des réflexes à adopter. Il y en a 4 principaux. D'abord, croiser les sources. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir voir si l'information existe ailleurs et se dire ok, j'ai vu une information sur un réseau social, par exemple. Est-ce que quelqu'un, quelque part, corrobore cette information? 2. Consulter des sources officielles. Oui, parce que les réseaux sociaux, ça peut être une façon de s'informer, mais on a aussi des journalistes comme vous qui aussi peuvent donner l'information. 3. Utiliser la recherche inversée. Qu'est-ce que c'est que la recherche inversée? Typiquement, si on a une photo qui nous semble un petit peu trop louche ou un petit peu trop belle, on peut utiliser Google Images pour chercher l'image et voir justement si elle existe ailleurs sur Internet. Et 4, scanner les émotions. Alors parfois, on voit qu'il y a des doigts en plus, des mains supplémentaires, mais scanner les émotions, c'est un peu plus précis. Oui, effectivement. L'idée, c'est de se dire, si l'information qu'on est en train de me donner me génère une émotion forte, par exemple, c'est le moteur de la désinformation, et on peut se dire aussi, peut-être que c'est pas vrai. Vous constatez aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'utilisation de ces images avec le développement de l'IA? Tout à fait, parce que ça facilite justement le véhicule de fausses informations, et malheureusement, il faut être méfiant. Ça peut créer une perte de confiance d'ailleurs. Vous parliez des journalistes, effectivement, derrière, ça peut décrédibiliser tous ces travaux-là aussi. Tout à fait. D'où l'intérêt de toujours vérifier et toujours se poser les bonnes questions. Exactement. On peut trouver des bonnes informations sur Internet. C'est possible aussi. Voilà, ça existe, mais effectivement, il faut être prudent. Eh bien, merci beaucoup, Gloria, notre chroniqueuse sécurité. Merci d'être venue nous voir. Avant de se quitter, rappel de la principale information de ce journal. La semaine dernière, une femme était tuée de plusieurs coups de couteau à son domicile. Cette mère de famille nombreuse était en instance de divorce avec son mari. Un mari
mari en fuite qui avait été interpellé la nuit suivante. Âgé de 50 ans, sa garde à vue avait rapidement été levée pour des raisons de santé. Il est sorti hier de l'hôpital. Il a pu être interrogé. Il a admis l'existence d'une violente altercation au cours de laquelle des coups de couteau ont pu être portés. Il a depuis été placé en détention provisoire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Faustine Luneau, reçoit la professeure Isabelle Dimier-Poisson, immunologue, directrice scientifique et cofondatrice de Lovaltech, pour parler du vaccin nasal du Covid. D'ici là, passez une très bonne soirée sur Val de Loire TV. Au revoir.